Paris, un après-midi d'octobre 1982. Le ciel, d'un gris perle typique de l'automne francilien, semblait se retenir de pleurer sur la capitale. Mais à l'intérieur du salon d'apparat du ministère de l'Intérieur, place Beauvau, la lumière était reine. Elle se déversait des lustres monumentaux, cascadant sur les dorures rococo, les boiseries précieuses et les velours carmins des fauteuils d'époque. L'air y était épais, chargé du parfum discret des hautes sphères, un mélange de cire d'abeille, de vieux papier et de l'eau de toilette coûteuse des hommes de pouvoir. Une foule compacte, silencieuse et respectueuse se pressait dans cet écrin de la République. On y voyait des uniformes d'apparat, des robes sombres, des visages graves et quelques médailles discrètes épinglées sur des poitrines qui, pour la plupart, avaient connu le feu. Au milieu de cette assemblée, Élise se tenait droite, presque rigide. À 78 ans, elle portait son âge comme un vêtement de deuil qu'on ne quitte jamais tout à fait. Petite, menue, vêtue d'un simple tailleur de tweed gris qui avait sans doute connu des jours plus à la mode, elle semblait presque effacée, une note de musique discrète dans la grande symphonie de l'État. Sa main gauche, noueuse et veinée, s'agrippait au pommeau d'ivoire de sa canne. Ce n'était pas une coquetterie. C'était un rappel quotidien, une dette payée à chaque pas, pour des violences subies 40 ans plus tôt dans un lieu dont le nom seul suffisait à glacer le sang des Lyonnais, la prison de Montluc. Élise était venue pour un ami, un frère d'armes, André, qui allait recevoir la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Ils étaient les survivants d'une époque où l'amitié se scellait dans le silence des imprimeries clandestines et la peur partagée des descentes de la Gestapo. Elle avait été, Élise, nom de code l'Hirondelle, agent de liaison et de renseignement au sein du réseau Vérité à Lyon. Un réseau d'une efficacité redoutable qui avait fait trembler l'occupant pendant 2 longues années. Et puis, au printemps 1943, tout s'était effondré. Une trahison, rapide, brutale, totale. 23 hommes et femmes arrêtés en moins de 48 heures, 23 vies brisées. 22 ne reviendraient jamais des camps de la mort ou ne survivraient pas aux interrogatoires. Élise, elle, était revenue. Revenue de Montluc, revenue de Ravensbrück. Revenue, mais pas indemne, jamais indemne. Son corps était une carte de géographie de la douleur, une archive de cicatrices que seul son miroir connaissait. La plus profonde, cependant, n'avait jamais été visible. C'était une blessure à l'âme, une question restée sans réponse. Qui avait parlé ? Qui avait vendu ses camarades pour quelques billets ou pour sauver sa propre peau? Le traître n'avait jamais été identifié. Il était devenu une ombre, un fantôme qui hantait parfois ses nuits sans sommeil. Le ministre de l'Intérieur, un homme politique au verbe facile et à la poignée de main chaleureuse, achevait son discours. Les applaudissements fusèrent, polis, convenus. Élise y joignit mollement les siens. Son esprit vagabondait. Elle se souvenait d'André, jeune homme fougueux, risquant sa vie pour transporter des postes émetteurs à bicyclette. Le voir aujourd'hui, le cheveu blanc, le dos un peu voûté, mais le regard toujours vif, recevant la plus haute distinction de la nation, lui mettait une buée d'émotions aux yeux. C'était pour cela qu'il s'était battu, pour que la France redevienne la France, pour que des cérémonies comme celle-ci, célébrant le courage et non la soumission, puissent à nouveau avoir lieu sous les ors de la République. Je cède maintenant la parole à M. Jean-Luc Martin, directeur de cabinet, qui nous fera l'honneur de prononcer l'éloge de notre récipiendaire, annonça le maître de cérémonie. Un homme s'avança vers le pupitre. La soixantaine élégante, le cheveu grisonnant parfaitement coiffé, le costume coupé sur mesure. Jean-Luc Martin incarnait la figure même du grand serviteur de l'État gaulliste. Son parcours, connu de tous dans les cercles du pouvoir, était exemplaire. Jeune fonctionnaire à la préfecture de Vichy pendant l'occupation, sa biographie officielle relatait avec une admiration à peine voilée comment il avait joué un double jeu périlleux. Un résistant de l'ombre, un héros de l'administration qui, au péril de sa vie, avait transmis des informations capitales au réseau de la France libre et aux Alliés. Son nom était synonyme d'intégrité, de droiture, un pilier moral sur lequel la République d'après-guerre s'était en partie reconstruite. Le général de Gaulle lui-même l'avait décoré de la médaille de la résistance à la libération. Son dossier était impeccable, un roc. Jean-Luc Martin s'éclaircit la gorge. Un silence respectueux s'installa dans le salon.
Il ajusta ses lunettes, posa ses mains de chaque côté de ses notes et commença à parler. « Monsieur le ministre, chers amis, chers compagnons », la première syllabe flotta dans l'air feutré du salon, et pour Élise, le temps s'arrêta. Ce ne fut pas le visage, non, elle ne l'avait jamais vu, ou plutôt, elle ne l'avait vu qu'à travers la texture rêche et suffocante d'une toile de jute souillée, le sac qu'on lui avait enfoncé sur la tête pendant des heures, des jours, dans les caves humides de l'école de santé militaire, le siège de la Gestapo à Lyon, avant son transfert à Montluc. Ce fut la voix. Une voix d'homme, posée, presque douce. Une diction parfaite, le timbre d'un homme éduqué. Mais avec une particularité infime, un défaut de prononciation presque imperceptible pour une oreille non avertie. Un très, très léger zézaillement. Un chouettement discret sur les S et les Z, une petite musique sifflante qui, pour n'importe qui d'autre, aurait pu passer pour un charme désuet. Pour Élise, ce son fut la clé qui rouvrit la porte de l'enfer. Soudain, les dorures du ministère s'effacèrent, les visages compassés disparurent. Elle n'était plus en 1982, elle était revenue 40 ans en arrière, dans le froid mordant d'une cave lyonnaise. L'odeur de la moisissure, du sang séché et de la peur lui emplit à nouveau les narines. Le sac sur sa tête, l'obscurité totale, la douleur fulgurante d'un coup de matraque dans les reins. Et cette voix, toujours cette voix. Elle appartenait à l'inspecteur français, celui qui assistait la Gestapo. Les Allemands, brutaux et directs, hurlaient leurs questions en allemand, ponctuaient leurs phrases de coups. Mais lui, le Français, ne criait jamais. Il ne frappait jamais. Il était le contrepoint calme de la torture. Il se tenait un peu en retrait et entre deux salves de coups, sa voix s'élevait, patiente, presque professorale. « Allons, ma petite, un petit effort. Ce n'est pas si compliqué. Donnez-nous les noms, juste les noms de vos contacts. » La voix de Jean-Luc Martin, à Paris en 1982, continuait son éloge. André fut de ces hommes qui, dans la nuit de l'occupation, ont su tenir allumée la flamme de l'espérance. La voix de l'inspecteur, à Lyon, en 1943, résonnait dans sa mémoire. « Vous voyez bien que vos amis n'ont aucune chance, la guerre est finie pour vous, pensez à vous. Parlez, ma petite, et tout s'arrêtera. » Le choc fut d'une violence inouïe, une déflagration intérieure qui la laissa sans souffle. Le salon d'apparat se mit à tanguer, comme le pont d'un navire pris dans la tempête. Les lustres se balançaient, les visages autour d'elle se déformaient en des masques grotesques. Un bourdonnement envahit ses oreilles, couvrant la voix, cette voix. Elle sentit ses genoux se dérober. Sa canne lui échappa et tomba sur le parquet avec un bruit sec, qui sembla dans son esprit aussi retentissant qu'un coup de feu. Des mains se posèrent sur ses bras. C'était André et sa femme, le visage empreint d'une vive inquiétude. « Élise, ça ne va pas, tu es toute pâle. » « La voix, murmura-t-elle, les lèvres tremblantes, c'est lui, sa voix. »« Qui, lui? De qui parles-tu? Viens, il faut que tu t'assoies, c'est l'émotion, la chaleur. » Ils la guidèrent vers un fauteuil à l'écart, lui apportèrent un verre d'eau. Jean-Luc Martin, au pupitre, avait fait une pause, son regard croisant brièvement le petit groupe avec une expression d'interrogation polie avant de reprendre le fil de son discours. Pour lui, ce n'était qu'une vieille dame faisant un léger malaise, un incident anodin. Pour Élise, c'était comme si le bourreau, croisant le regard de sa victime des années plus tard, ne la reconnaissait même pas. L'oubli du monstre face à la mémoire indestructible de la survivante. Une fois la cérémonie terminée, ses amis la raccompagnèrent chez elle, dans son petit appartement du 15e arrondissement, un lieu modeste rempli de livres et de souvenirs. Dans la voiture, puis dans son salon, elle tenta d'expliquer. Les mots se bousculaient, incohérents, chargés d'une angoisse que ses interlocuteurs ne pouvaient pas comprendre. C'est lui, André, j'en suis sûr, l'homme qui parle, Jean-Luc Martin, c'était l'inspecteur français, à la Gestapo. C'est sa voix, la même, le même zézaillement. Je l'ai entendu pendant des jours, c'est lui qui posait les questions. André posa une main paternelle sur son épaule. Son regard était doux, mais teinté d'une infinie condescendance.
Élise, ma chère amie, Jean-Luc Martin, c'est impossible. C'est un grand résistant, décoré par le général en personne. J'ai lu son dossier. Il était à Vichy, oui, mais pour nous, il nous a sauvés plus d'une fois. Tu te trompes. Non, sa voix était plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. La voix ne trompe pas, je pourrais la reconnaître entre mille. C'est une chose qui s'imprime en vous, comme au fer rouge. Je ne l'ai pas vu, j'ai entendu, c'est lui. La femme d'André intervint avec une douceur qui n'en était que plus blessante. Ma chère Élise, vous avez subi des choses terribles. Un traumatisme aussi profond, même après 40 ans, il peut jouer des tours. L'esprit associe des choses, une voix, une odeur. C'est la fatigue, l'émotion de la cérémonie. Vous devriez vous reposer. Le mur. Elle venait de heurter le mur, un mur de déni, de pitié bienveillante. Pour eux, elle n'était plus l'hirondelle, la combattante intrépide. Elle était une vieille femme fragile, prisonnière de ses fantômes, dont l'esprit commençait peut-être à vaciller. Comment leur en vouloir? La vérité qu'elle leur présentait était monstrueuse, impensable. Elle impliquait que l'un des plus respectés serviteurs de la République, un symbole de l'épuration morale de la France d'après-guerre, était en réalité un collaborateur zélé, un tortionnaire et très probablement le traître qui avait anéanti le réseau Vérité. C'était une accusation si énorme qu'elle frisait la folie. L'histoire officielle, bétonnée, validée par les plus hautes autorités, contre le souvenir auditif d'une seule femme, âgée et meurtrie, Il y est, le combat était perdu d'avance. Ses amis partirent, lui promettant de l'appeler le lendemain. La porte de son appartement se referma et le silence l'enveloppa. Mais ce n'était plus le silence paisible de sa solitude habituelle. C'était un silence hurlant, peuplé par une voix. Elle resta assise dans son fauteuil pendant des heures, tandis que la nuit tombait sur Paris. Elle ne prit même pas la peine d'allumer une lampe. L'obscurité lui était familière. Elle revivait tout. L'arrestation, brutale, dans un café de la presqu'île. Les coups, le sac sur la tête et les interrogatoires. Pas un ni deux. Une litanie de séances qui s'étalait sur ce qui lui avait semblé une éternité. Les Allemands étaient la violence physique. Ils utilisaient leurs poings, des câbles électriques, la technique de la baignoire. Mais lui, l'inspecteur français, était la violence psychologique. Il était la voix qui démantelait vos certitudes, qui sapait votre courage, qui tentait de s'insinuer dans les fissures de votre âme. Il connaissait des détails que seule une personne du réseau ou quelqu'un ayant eu accès à un informateur très bien placé pouvait connaître. Il savait pour la boîte aux lettres chez la vieille mercière de la Croix-Rousse. Il connaissait le surnom du chef de réseau, Brutus. Il lui avait même parlé de son fiancé, Pierre, lui aussi membre de Vérité, arrêté la veille. Pierre a été plus raisonnable que vous, vous savez. Il nous a parlé. Il ne voulait pas que vous souffriez davantage. Un mensonge, bien sûr, une technique classique pour briser les résistants. Elle n'avait jamais su si Pierre avait parlé ou non. Il était mort sous la torture, 2 jours après son arrestation. Mais cette phrase, prononcée par cette voix calme et zézaillante, avait été pire qu'un coup de poing en plein visage. Ce soir-là, en 1982, dans son appartement silencieux, Élise comprit. L'homme qui avait prononcé ces mots n'était pas un simple exécutant. Il n'était pas un simple policier français réquisitionné par l'occupant. Les détails qu'il connaissait, il ne pouvait les tenir que de la source. Le traître, l'ombre qu'elle cherchait depuis 40 ans. L'homme qui avait vendu 23 vies venait de prononcer un éloge à la résistance dans les salons dorés de la République. Le bourreau portait les habits du héros. Une colère froide, pure et tranchante comme une lame de rasoir, monta en elle, balayant la confusion et le désespoir. La pitié condescendante de ses amis, le prestige de Jean-Luc Martin, l'impossibilité apparente de la tâche, tout cela s'évanouit. Il l'avait crue folle, il l'avait renvoyée à ses traumatismes, à sa vieillesse. Ils avaient tout. Or. Elle se leva, ses articulations protestant douloureusement, et se dirigea vers son secrétaire. Elle alluma la petite lampe de bureau, dont la lumière verte et crue dessinait des ombres dures sur son visage fatigué. D'un tiroir, elle sortit une vieille boîte en fer blanc.
À l'intérieur, quelques photos jaunies, une fausse carte d'identité au nom de Jeanne Durand et une petite broche en forme d'hirondelle. Ses reliques. Les visages de ses camarades morts la fixaient depuis le passé. Jean, le radio, Marie, la boîte aux lettres, Paul, le faussaire, et Pierre, son fiancé, dont le sourire semblait la défier de baisser les bras. Elle n'avait plus 20 ans. Elle n'avait plus la force de faire dérailler des trains ou de transporter des explosifs. Mais elle avait une chose que personne ne pouvait lui enlever, une arme unique, forgée dans la souffrance et conservée intacte par le temps. Une cicatrice invisible, mais désormais béante, le souvenir d'une voix. Ce soir-là, Élise sut qu'elle entamait son dernier combat, le plus difficile, le plus solitaire. Un combat contre un fantôme devenu une institution. Un combat pour la mémoire de 22 morts qui n'avaient pas eu droit à la justice. Elle allait faire tomber le masque. Elle allait traîner l'ombre de Montluc en pleine lumière, au cœur même de la République qu'elle avait contribué à sauver. Et elle ne s'arrêterait pas, jamais. Le verdict était déjà tombé dans son esprit. Le parjure devait être exposé. Le traître devait payer. 40 ans après les faits, le procès du réseau Vérité allait enfin avoir lieu. Et cette fois, elle serait la seule juge. Le jour n'était pas encore levé sur Paris quand elle prit une feuille de papier et commença à écrire. Elle n'avait pas de plan précis, juste une certitude. Elle était seule, pour l'instant. Mais elle trouverait un moyen. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais la voix de ses camarades résonnait désormais plus fort en elle que celle de son tortionnaire. La chasse commençait. La nuit fut longue, mais ce ne fut pas une nuit de défaite, ce fut une veillée d'armes. Au lever du jour, une lueur blafarde filtrant à travers ses rideaux, Élise avait pris sa décision. Les institutions, les anciens camarades, tous ceux qui auraient dû être ses alliés naturels, étaient aveuglés par la légende de Jean-Luc Martin. S'attaquer à une telle figure de front avec pour seule arme la mémoire d'une voix était voué à l'échec. C'était attaquer une forteresse de papier avec un souffle. Il lui fallait un autre type d'arme, un bélier capable de fracasser les portes blindées du damier officiel. Il lui fallait la presse. Pas la grande presse, trop institutionnelle, trop proche du pouvoir et trop soucieuse de ses relations. Il lui fallait un franc-tireur, Un jeune loup qui aurait faim de vérité et assez d'inconscience pour s'attaquer à un monument. Après plusieurs jours de recherche discrète et quelques appels téléphoniques, un nom lui fut suggéré. Marc Delmas, un journaliste d'investigation d'une trentaine d'années qui signait des articles remarqués dans un hebdomadaire d'opposition, La Brèche. On le disait tenace, irrévérencieux et doté d'une sainte horreur pour les vérités officielles. C'était exactement l'homme qu'il lui fallait. Elle lui donna rendez-vous dans un petit café près de la place de la Contrescarpe, un lieu anonyme où les conversations pouvaient se perdre dans le brouhaha des étudiants et des habitués. Marc arriva à l'heure. Il était grand, un peu dégingandé, avec des cheveux en désordre et un regard vif et intelligent derrière des lunettes d'écaille. Il dégageait une énergie nerveuse, celle d'un homme pressé par le temps et les bouclages. Il s'assit, commanda un café noir et regarda Élise avec un mélange de curiosité et de scepticisme poli. « Madame, votre message était énigmatique. Vous avez une histoire pour moi, m'a-t-on dit, une histoire importante. » Élise ne perdit pas de temps en préambule. D'une voix égale, sans pathos, elle raconta tout. La cérémonie au ministère, la voix, le choc, le souvenir des caves de Montluc. Elle parla de l'inspecteur français, de son ésaillement presque imperceptible, de la terreur psychologique qu'il instaurait. Puis elle lâcha la bombe. Cet homme, ce tortionnaire, c'est Jean-Luc Martin. Le visage de Marc resta impassible, mais un pli d'incrédulité se marqua au coin de ses lèvres. Il avait déjà entendu des histoires folles, des théories du complot, des accusations sans fondement. Celle-ci semblait appartenir à la catégorie supérieure. « Madame, vous vous rendez compte de ce que vous affirmez? Jean-Luc Martin est une icône, un héros de la résistance. Son dossier a été vérifié, revérifié. L'accuser de collaboration, et pire encore, de torture, c'est un anathème. Il vous faudra plus que le souvenir d'une voix. » « Jeune homme, répondit Élise, et son regard soudain n'était plus celui d'une vieille femme fragile, mais celui de l'hirondelle, dur et perçant. Je n'ai que ça,
Mais ce souvenir est gravé en moi. C'est une certitude absolue, une certitude qui vaut toutes les preuves du monde. Votre travail, si vous l'acceptez, sera de trouver les preuves matérielles qui la confirment. Je suis la mémoire, soyez le bras. Il y avait dans la conviction de cette femme une force tranquille, une autorité morale qui ébranla le cynisme du journaliste. Il ne la croyait pas encore, mais il sentait qu'elle, elle-même, était d'une sincérité totale. Il était intrigué. La simple possibilité qu'une telle imposture ait pu durer près de 40 ans au sommet de l'État était un sujet trop énorme pour être ignoré. « D'accord, dit-il après un long silence, en finissant son café d'une traite. D'accord, je vais creuser, sans aucune promesse. Je commence par le commencement, son dossier officiel. Si ce que vous dites est vrai, l'histoire doit être trop parfaite. C'est toujours comme ça avec les grands mensonges. Ils sont trop lisses, sans aucune aspérité. Leur pacte fut scellé par une simple poignée de main. Ce fut le début d'un combat inégal. D'un côté, un haut fonctionnaire intouchable, protégé par son passé, ses réseaux et le sceau de l'État. De l'autre, une vieille dame et un jeune journaliste armés d'une conviction et d'une machine à écrire. Les premières semaines furent décourageantes. Comme il l'avait prédit, Marc se heurta à une muraille de certitude. Le dossier de résistant de Jean-Luc Martin était un chef-d'œuvre de cohérence. Chaque action, chaque information transmise était corroborée. Marc demanda l'accès aux pièces originales aux archives de la Défense. On le lui accorda, mais avec une certaine réticence. Tout y était, les rapports, les témoignages. Un dossier en béton armé. Trop parfait, justement. Marc se concentra sur les témoignages qui avaient permis à Martin de faire valider son statut de résistant en 1945. Ils étaient au nombre de deux. Deux anciens fonctionnaires de la préfecture de Vichy, comme lui, qui attestaient de son double jeu. Marc décida de retrouver leurs traces. C'est là qu'il découvrit la première fissure, infime mais troublante. Les deux hommes étaient morts. Le premier, d'un accident de voiture sur une route de campagne déserte en 1946. Le second, d'une chute accidentelle dans la Seine en 1947. Deux morts suspectes, à quelques mois d'intervalle, pour les deux seuls témoins directs pouvant valider l'héroïsme de Martin. Coïncidence? Peut-être, mais en journalisme d'investigation, les coïncidences sont des pistes. Marc retourna voir Élise. Elle l'écouta attentivement, hochant la tête. Il savait, dit-elle simplement. Il devait savoir la vérité, et il les a fait taire avant qu'ils ne puissent parler. Puis, elle ferma les yeux, se concentrant, fouillant dans les replis les plus sombres de sa mémoire. Il y a autre chose, un nom de code. Pendant les interrogatoires, les Allemands parlaient entre eux de leur source à la préfecture. Ils ne disaient jamais son nom. Ils l'appelaient le corbeau. Le corbeau. Ce mot fut pour Marc la pièce manquante, le fil d'Ariane à suivre. Il laissa Paris et prit le train Poësset, du Lyon. S'il y avait une trace du corbeau, elle ne pouvait être que là-bas, aux archives départementales du Rhône, au milieu des milliers de documents saisis à la Libération dans les bureaux de la Gestapo et de la milice. Pendant des semaines, Marc vécut une vie monacale. Il passait ses journées dans le silence poussiéreux des archives, ses soirées dans une chambre d'hôtel impersonnelle à relire ses notes. Il éplucha des centaines de rapports, de fiches, de procès-verbaux. La plupart étaient en allemand, rédigés dans une écriture gothique difficile à déchiffrer. Il engagea un traducteur à la retraite pour l'aider. Les jours se transformaient en semaines. L'espoir s'amenuisait. Il ne trouvait rien, juste la litanie sinistre de la répression. Arrestation, torture, déportation. Le nom du réseau Vérité apparaissait souvent, témoignage de son démantèlement brutal et efficace au printemps 1943. Et puis, un soir tard, alors que ses yeux lui brûlaient de fatigue, il tomba dessus. Ce n'était pas dans un rapport majeur, mais dans une note de bas de page d'un obscur document comptable allemand. Une simple ligne, presque anodine, au milieu d'une liste de dépenses diverses. Elle disait « Sondervergütung an le Corbeau für Informationen, die zur Zerschlagung des Netzwerkes Verité ». Traduction, rémunération spéciale versée au Corbeau pour informations ayant mené au démantèlement du réseau Vérité. Marc sentit son cœur battre à grands coups dans sa poitrine. Il l'avait, la preuve d'une trahison, la confirmation du nom de code donné par Élise. Le Corbeau avait bien existé et il avait bien été payé pour vendre le réseau Vérité. Mais cela ne prouvait pas encore que le Corbeau était Jean-Luc Martin. Il lui fallait le lien, la pièce maîtresse.
Il continua de chercher, sa motivation décuplée, et il la trouva 2 jours plus tard. C'était un dossier contenant les procès-verbaux d'interrogatoire des membres du réseau. Il tomba sur celui de Pierre, le fiancé d'Élise. Le document était terrible. Il décrivait, dans un langage bureaucratique et froid, les différentes techniques utilisées pour faire parler le jeune homme. À la fin du rapport, détaillant le décès du prisonnier des suites de ses blessures lors d'une tentative de fuite, il y avait les signatures, celle de l'officier de la Gestapo, Klaus Barbie, et une autre, juste en dessous, pour l'inspecteur français assistant. Ce n'était pas un nom, c'était un paraphe, une sorte de griffonnage rapide, une boucle nerveuse et illisible. La signature d'un homme pressé, ou d'un homme qui ne voulait pas être identifié. Marc tenait sa pièce à conviction. Mais elle était innommable. Complète. Comment comparer ce paraphe vieux de 40 ans à la signature actuelle de Jean-Luc Martin? Lui demander de signer un document pour une expertise était impensable. Il fallait ruser. De retour à Paris, il mit au point un stratagème audacieux. Se faisant passer pour l'assistant d'une association d'anciens combattants, il contacta le service de presse du ministère de l'Intérieur. Il expliqua que son oncle, un vieil homme très malade et grand admirateur du parcours de M. Martin, rêverait d'obtenir une dédicace de sa part sur son livre de mémoires, au service de l'État. C'était un appel à la vanité du grand homme, un piège tendu à son ego. Comme prévu, Jean-Luc Martin, flatté par cette déférence, accepta volontiers. Quelques jours plus tard, un coursier déposait au bureau du journal le livre dédicacé. Sur la page de garde, d'une écriture élégante et assurée, on pouvait lire « Pour votre oncle, en souvenir de nos combats communs pour la France. Avec mes salutations les plus cordiales, Jean-Luc Martin. » Et en dessous, sa signature. Marc avait maintenant les 2 documents, la photocopie certifiée du procès-verbal de torture de 1943 et la dédicace fraîche de 1982. Il contacta l'un des meilleurs experts graphologues de Paris, un homme assermenté auprès des tribunaux, réputé pour son impartialité et sa rigueur scientifique. Il lui remit les 2 pièces sous scellé, sans lui révéler le contexte de l'affaire, demandant simplement une comparaison. L'attente fut insoutenable. 3 jours plus tard, l'expert le rappela. Marc se rendit à son cabinet, le cœur noué. L'expert, un homme méticuleux à l'allure de professeur, avait disposé les 2 documents côte à côte sous une lampe puissante. Des agrandissements photographiques des 2 signatures étaient affichés au mur, couverts d'annotations techniques. « C'est fascinant », commença le graphologue d'une voix neutre. 40 années séparent ces 2 écritures. Le trait a vieilli, il est plus posé, moins nerveux, c'est normal. Mais les fondamentaux, ce que nous appelons les gestes types, les automatismes inconscients de la main, sont absolument identiques. L'attaque de la boucle initiale, la pression exercée sur le papier à la fin du tracé, l'inclinaison de l'axe. Regardez ici et là, il n'y a aucun doute possible. Il marqua une pause, enleva ses lunettes et regarda Marc droit dans les yeux. Le paraphe illisible et la signature proviennent sans l'ombre d'un doute de la même main. Le verdict est sans appel. Le lendemain, l'article de Marc faisait la une de la Brèche. Le titre, en lettres capitales, barrait la page. L'héros de la République était le bourreau de Montlec. À l'intérieur, sur 6 pages, tout était détaillé. L'histoire d'Élise, le corbeau, la note de frais de la Gestapo, et surtout reproduisent en facsimilé le paraphe sur le rapport de torture et la signature sur le livre dédicacé. La preuve exposée aux yeux de toute la France. L'effet fut celui d'une bombe atomique. Le scandale fut colossal, ébranlant les fondations mêmes de la mythologie gaulliste. Dans les premières heures, Jean-Luc Martin nia tout en bloc. Devant un parterre de caméras, il clama son innocence, sa voix tremblante d'une indignation parfaitement jouée, parlant d'une manipulation politique ignoble, d'un règlement de compte mené par des officines obscures. Il menaça de porter plainte, il invoqua l'honneur de la France, la mémoire du général de Gaulle. Mais le poison était instillé. Et surtout, il y avait l'image des 2 signatures côte à côte. Une preuve visuelle, simple, terrible, que n'importe qui pouvait comprendre. Face à la pression médiatique et politique devenue intenable, le gouvernement fut contraint d'ouvrir une enquête officielle. Jean-Luc Martin fut suspendu de ses fonctions, puis, quelques semaines plus tard, mis en examen pour crime contre l'humanité.
L'arrestation de ce grand serviteur de l'État, photographié à la sortie de son hôtel particulier parisien, le visage défait, encadré par 2 policiers, fit le tour du monde. La forteresse était tombée. Le procès s'ouvrit au printemps 1983. La salle d'audience était comble. Élise était là, au premier rang, assise sur le banc des parties civiles. Elle portait le même tailleur de tweed gris que le jour de la cérémonie au ministère. Elle n'était ni haineuse, ni triomphante. Elle était calme, habitée par une gravité solennelle. Pendant des semaines, les témoins se succédèrent. Les experts confirmèrent les preuves. L'accusation, menée par un jeune procureur tenace, reconstitua pièce par pièce le puzzle de la trahison. Quand Jean-Luc Martin fut appelé à la barre pour sa déposition finale, un silence de mort s'installa dans la salle. Il se leva, vieilli, diminué, mais tentant de conserver une dernière parcelle de sa superbe d'antan. Il commença à parler pour clamer une dernière fois son innocence. À cet instant, Élise fit quelque chose que personne ne comprit. Elle ne regarda pas l'homme dans le box des accusés. Elle ne chercha pas son regard. Lentement, elle ferma les yeux. Elle écoutait. Elle écoutait cette voix, posée, éduquée, avec ce très léger ésaillement. C'était la même voix, la même qui, 40 ans plus tôt, dans une cave glaciale, lui avait murmuré « Parlez, ma petite, et tout s'arrêtera ». Mais aujourd'hui, cette voix ne lui faisait plus peur. Elle n'avait plus aucun pouvoir. Sur elle, elle était devenue pitoyable, une litanie de mensonges se brisant contre le mur de la vérité. Les fantômes de ses 22 camarades du réseau Vérité étaient là, dans la salle d'audience, et leur silence était plus puissant que les mots du traître. La justice, bien que terriblement tardive, avait enfin trouvé son chemin. Son bruit implacable, le bruit de la vérité enfin dite, avait couvert pour toujours le son de la voix de son bourreau. La cicatrice invisible d'Élise pouvait enfin commencer à se refermer. Le corbeau ne volerait plus. Il allait finir ses jours en cage, seul face à l'ombre de ses victimes et à la ruine de son honneur usurpé. La République, blessée mais assainie, avait regardé l'une de ses pages les plus sombres en face, et la mémoire d'une femme seule avait été plus forte que le mensonge.